Bonjour à tous, je me présente, Réginald Pierre-Louis, professeur à l'Université du Québec à Montréal pour le deuxième cycle en fiscalité. Je suis avec mon co-animateur, Jerry. Aujourd'hui, petite introduction spéciale pour Deux fiscalistes, un podcast. On revient un peu sur l'objectif initial de Deux fiscalistes, un podcast. Ce qu'on voulait, c'était pouvoir diffuser le maximum d'informations touchant notamment la fiscalité, les entrepreneurs et autres sujets connexes, mais au plus faible coût possible. Et pour atteindre cet objectif-là, il n'y a pas de cachette, c'est en ayant recours à des commandites. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on tient à remercier notre commanditaire, Audotrac. Jerry, c'est qui Audotrac? Audotrac, en fait, c'est une entreprise québécoise qui permet de, premièrement, créer un registre de déplacement, mais également qui vous permet d'optimiser vos prises de décision par rapport à tout ce qui est véhicule. Par exemple, acheter ou louer un véhicule, à l'acheter ou le louer dans une société ou au niveau personnel. Si vous avez une flotte de véhicules, comment optimiser vos déplacements, tout ce genre d'éléments-là. Audotrac est une entreprise vraiment de services intégrés qui permet d'avoir le logbook et tous les services que je viens de vous mentionner, et même plus. Donc, on remercie Audotrac aujourd'hui d'avoir commandité l'épisode. Il y a un service de plus que j'aimerais quand même que tu mentionnes. Qu'est-ce qui arrive si je me fais vérifier? Audotrac vous accompagne dans la vérification fiscale. Qui est quand même pas... C'est pas rien, parce que c'est là que ça devient stressant et Audotrac est définitivement un partenaire de choix. Donc sur ce, je te laisse les mots de la fin. Merci pour l'épisode. Bonjour à tous, bienvenue à cet épisode de Deux fiscalistes, un podcast. Ici, professeur Reggie avec Jerry. Et aujourd'hui, petit spécial élection fédérale. C'est un épisode assez court, on va rentrer dans le vif du sujet. On a été répertorié certaines promesses électorales qui ont été faites par les partis fédéraux. On va regarder ce qui est... En fait, Jerry va être notre animateur aujourd'hui. Excuse-nous, on va être notre invité et c'est toi qui vas nous dire ce qu'il y en est. Donc, si tu permets, je vais prendre les... Je refuse que tu prennes les notes, Reggie. Bon. Alors, on a le Parti libéral qui nous propose une réduction de la tranche d'imposition la plus basse, du taux d'imposition pour la tranche de revenu la plus basse, passer de 15 à 14 %. Et c'est une idée initialement qui provenait du Parti conservateur de mémoire, qui, eux, proposaient de réduire de 15 à 12,75 % le taux d'impôt. Première question. Est-ce que ça va vraiment baisser les impôts, ça? Oui. La réponse claire va être précise. Ça va baisser les impôts pour beaucoup de monde. Parce que c'est un impôt qui s'applique vraiment à tout le monde. D'ailleurs, si tu le permets, peux-tu aussi énoncer la position du NPD par rapport à une mesure similaire? Oui, j'aurais voulu expliquer celle-là, puis après ça, on explique celle du NPD, vu que c'est la base fiscale qui est augmentée. OK. Parce que je trouve que les trois sont très similaires. Oui, on peut y aller. Le NPD, ce qu'il propose, c'est de réviser le montant personnel de base sur lequel l'État ne prélève aucun impôt, qui passerait de 15 700 à 19 500 pour les Canadiens gagnant moins de 177 882 $. Ce que j'aime de ta dernière section, c'est que le crédit ou la baisse d'impôt, parce que dans les deux cas, c'est deux mécaniques différentes, mais qui résultent dans la même affaire, on baisse les impôts. D'un bord, on dit, sur le premier palier d'imposition, on baisse les impôts qui vont être payés. D'autre bord, le taux d'imposition qui va être payé. D'autre bord, on dit, on va vous donner un crédit qui va correspondre normalement au premier palier d'imposition, qui va, lui, augmenter jusqu'à 19 000 $, alors qu'aujourd'hui, il est à peu près à 15 000 $. Par contre, ce que j'aime bien dans l'approche du NPD, c'est qu'il est modulé. Pour ceux qui font plus que 177 000 $, ils perdent le droit à cette baisse d'impôt-là. Je vais m'expliquer un peu pourquoi. Est-ce que tu pourrais retourner à la base, juste le système progressif, en 1 ou 2 minutes, là, expliquer que le système progressif, il y a plusieurs paliers et qu'on a une exemption de base, puis après ça, je pense qu'on va voir mieux le lien avec les mesures qu'on vient de parler. OK. Relativement simple. Ultimement, plus on fait d'argent, plus le taux d'imposition est élevé. Par contre, ce n'est pas le taux d'imposition sur tout l'argent qu'on fait. Les premiers 15 000 $ en ce moment sont au taux d'imposition à peu près 15 %. Ensuite, tranche supérieure, le taux d'imposition augmente. Le taux d'imposition augmente ensuite pour une deuxième et troisième tranche. Donc, ultimement, si on dit on réduit le taux d'imposition de la première tranche d'impôt ou de la première tranche de revenu, tous ceux qui vont générer un montant d'impôt supérieur à la première tranche vont avoir une économie d'impôt. Fait que tous ceux qui font entre 40 et 50 000 $, en fait, peu importe qu'ils font 200 000 ou 40 000 $, les premiers 40 à 50 000 $, au lieu d'être imposés à 15 %, seraient imposés à 14 ou 12,75
tout dépendant entre le libéral et le conservateur. Exactement. Dans un deuxième temps, comme tu disais, il y a le crédit personnel de base qui lui fait en sorte que, grosso modo, il n'y a pas d'impôt à payer sur les 15 000 premiers dollars. OK. Si je le mets de manière très simple. OK, fait que le crédit personnel de base, ça me permet... C'est un crédit, fait que les premiers 15 000 normalement, je ne paye pas d'impôt. Et là, conservateurs libéraux, eux, disent, on va réduire le taux d'imposition, tandis que le NPD prend une autre approche, je regarde à la place, on va augmenter le crédit de base, fait que les premiers 19 500 pour tout le monde, techniquement, vous ne paierez pas d'impôt. Au fédéral. Au fédéral, c'est vrai, parce que le Québec, on a... C'est différent. C'est ça. Et si jamais vous faites plus que 177 000, vous n'aurez pas droit à... en fait, il va être réduit, probablement progressivement, c'est pas marqué, mais ça va être réduit progressivement. Fait qu'en fait, ça augmenterait même l'impôt sur la première tranche d'imposition pour ceux qui font plus que 177 000. Ça dépend s'ils prévoient réduire le crédit d'impôt personnel de base en dessous de ce qu'on a droit en ce moment. Là, parce qu'on s'entend que c'est pas très détaillé comme politique, malheureusement, mais c'est ça. OK. Merci pour celui-là. Je tenais quand même à ajouter un certain point parce que je vais te citer dans un autre podcast auquel tu as participé où tu disais c'est très intéressant de dire qu'on va baisser les impôts, mais on se demande toujours, OK, si on baisse les impôts alors qu'on sait qu'on est en déficit d'un point de vue budgétaire au fédéral, comment est-ce qu'on va financer cette baisse d'impôts-là? C'est des promesses ici que je trouve un petit peu... Des promesses électoralistes. C'est des promesses dans l'air sans nécessairement expliquer comment est-ce qu'ils vont atteindre cet objectif-là. Là, parce qu'on n'est certainement pas dans une phase de croissance économique qui vont nous permettre de dire oui, mais on a une plus grosse assiette fiscale qui vont nous permettre de baisser les impôts du monde. Pas sûr. Fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va payer. Fait que si quelqu'un paye moins d'impôts là-dessus, il y a quelqu'un d'autre qui va payer plus d'impôts. C'est une dette, puis peut-être que plus tard, on va en payer plus. Ou ça va être une dette qu'on va devoir repayer plus tard, ou ça va être une nouvelle taxe, un nouveau le terme tarif, on fait attention à ne pas l'utiliser, mais une nouvelle taxe ou un nouveau coût, quelque part, un nouveau frais à quelque part. Bon, il y a des mesures reliées à la TPS. Malheureusement, Rouen n'est pas avec nous, donc on va passer plutôt à un autre. Là, bon, il y a plusieurs mesures pour bâtir des maisons. Encore là, c'est beau dire qu'on va bâtir des maisons. Où? Qui va les faire? Les loyers, je trouve ça... Ils font tout. C'est facile de dire on va bâtir des maisons, mais après ça... Mais ouais, ça c'est un autre élément. Mais il y a quand même le Parti conservateur qui dit qu'il va augmenter la limite du CELI annuellement. Puis je pense que tu as une opinion très intéressante sur le CELI. Est-ce que ça te tente de nous la partager? C'est la même que j'ai. En fait, c'est pas la mienne. M. McSwing a la même opinion que moi là-dessus. Ne serait-ce que CELI, ne serait-ce que REER, c'est une cotisation qu'on met, donc ça veut dire que c'est de l'argent qu'on a disponible. En ce moment, les gens ont de la difficulté à arriver à payer leur loyer. Ils n'ont pas d'excess cash, de liquidité excédentaire pour pouvoir dire « Ah, ben... Tombe-tu bien? Le CELI va augmenter. J'avais un petit 2 000 $ de plus. En plus du 5 6 000, 7 000 que je pouvais avoir, je voulais augmenter ma... Les gens, ils n'ont pas nécessairement cet argent-là. Donc, cette mesure-là, c'est pas la majorité des gens, je crois, qui vont en profiter. Ça va être ceux qui ont des liquidités excédentaires. Les plus riches. Ben, j'aime pas ça. Je veux pas dire les plus riches parce que là, il faudrait définir c'est quoi un riche. OK, on peut pas. Mais t'as raison. Pas qu'on peut pas, mais on a... Il y a beaucoup d'interprétations possibles. D'ailleurs, je suis curieux, c'est quoi ta définition? On s'en est pas parlé, fait que ça se peut qu'on ait un petit débat. C'est quoi ta définition de riche? Parce que tu sais très bien ça, pourquoi je vais rétorquer. Il y en a deux vraiment qui sont opposés. D'un bord, est-ce que tu as beaucoup d'investissements puis d'actifs? De l'autre bord, est-ce que tu génères des gros revenus? Je pense que c'est les deux principales qui sont toujours opposées. Je suis pas capable de décider l'un de l'autre. Je pense que quelqu'un qui a beaucoup d'actifs, normalement, à mon avis, c'est un riche. Donc, même si tu fais 10 000 $ par année dans ta déclaration d'impôt personnel, peut-être que tu as des actifs qui représentent 500 millions $. Puis à ce moment-là, ça serait difficile d'argumenter que tu n'es pas riche. Si à 500 millions, tu fais juste 10 000, je vais te dire change de gestionnaire de portefeuille, première des choses. Bref. Je t'écoute. Mais on connaît tous ces clients qui veulent absolument pas déclarer de revenus de placement personnel puis qui le mettent tout dans la société. Même si c'est pas la meilleure des stratégies, on est d'accord? C'est ça. Je vais dire, rendu là, tu vas en payer plus d'impôts. Oui, tu vas en payer plus d'impôts, mais il y a beaucoup de monde que j'ai rencontré dans la vie qui sont complètement opposés à mettre les revenus d'un point de vue perso puis de les laisser dans leur société. Mais ça, en fait, d'où ça origine, c'est les vieux réflexes des années 80-90 et début 2000, où ce que tu mets tout, par exemple, tu mets le duplex dans la société qui est pas une bonne méthode la majorité du temps. Mais malheureusement, encore aujourd'hui, certains banquiers
qui disent « Ah, triplex, duplex, mets ça dans ta société, tes placements, on va mettre ça dans la société. » Alors que le revenu de bien, le revenu de placement dans une société est imposé à 50% en partant. En plus, qui te fait perdre ton plafond des affaires quand même assez rapidement. Oui, pour la TPE. Donc, bref, on divague. Revenons aux promesses électorales. Oui. Le Bloc québécois promet notamment un programme de garantie de prêt jusqu'à 10 000 pour les 35 ans et moins souhaitant se lancer en affaires. Étant donné que je suis plus visé, je vais dire que c'est une mauvaise mesure. Mais, non, c'est pas vrai. OK. Je trouve que c'est quand même une belle mesure. Non, ça veut être une belle mesure, mais je veux voir les conditions. Oui, je veux voir les conditions. Puis à 10 000 je ne sais pas quel genre d'entreprise. Oui, on pourrait dire que ça pourrait aider certaines personnes, là, mais 10 000 c'est une très petite entreprise. Là. Ben oui, et je vais aller plus loin que ça. C'est quoi les conditions pour y avoir droit? Il y a plusieurs organismes à Montréal qui aident les entreprises, que ce soit, en tout cas, je ne sais pas si j'aurais le nommer, mais en tout cas, qui donnent des prêts, des bourses, des subventions, etc. Mais quand tu regardes tout ce qu'ils te demandent pour aller chercher ta petite subvention de 5 à 10 000 c'est énorme, là. Ils veulent, là, tous tes états financiers. Tu sais, c'est correct, des états financiers. Des états financiers depuis les 2 dernières années, alors que tu es une nouvelle entreprise? Notamment. Ou ça peut être des prévisionnels de 3 à 5 ans, certifiés par un comptable, etc. Là, après ça, toutes tes garanties personnelles, tout ramené. Je comprends ce qu'ils demandent. Je dis pas qu'ils en demandent trop. Ce que je dis, c'est qu'ils en demandent trop pour le montant de la subvention. Si ça te coûte 5 000 de comptable pour aller chercher une subvention de 7-8 000, au bout, tu as été chercher 2-3 000 puis qui va être imposable probablement. C'est énorme ce qu'ils demandent. Fait que c'est comme, oui, mais on a plein de programmes, on peut aider, voyons, je comprends pas, il y a plein de programmes disponibles. Ben oui, mais c'est parce que, t'as-tu vu la quantité d'énergie qu'on doit mettre pour aller chercher ne serait-ce que 1000 C'est souvent mieux investi dans faire du développement des affaires ou aller chercher des ventes, honnêtement. À la fin. Oui, t'es mieux de juste travailler sur ta business. Ouais. Pas mal toutes les partis veulent abolir la TPS sur certains biens. Maintenant, ça dépend lesquels. Le Parti vert propose de hausser le crédit de personnel de base. On l'a vu avec le NPD, c'était de 15 à 19 500. Le Parti vert, eux, c'est de 15 700 à 40 000 $. Donc, les premiers 40 000 $, on ne paye pas d'impôt là-dessus. Et augmenter le taux d'imposition des grandes entreprises de 15 à 28 %, ça, c'est fédéral. Fait que si tu rajoutes l'impôt du Québec, l'impôt provincial, on va avoir un taux d'imposition des sociétés qui va frôler le 40 % et peut-être même le dépasser. 40 % pour les sociétés. Les PME, là. Non, ça dit que les PME vont être épargnés. Les PME vont être épargnés. Les PME vont garder le même taux, mais si tu n'es pas une PME, tu vas avoir une bonne majoration à peu près, 12 %? C'est les grandes entreprises. 13 %. De 26 plus 13 %, tu es rendu à 39,5 %. Fait que presque 40 % sur les grandes entreprises. Okay. Il y a 2 concepts que je trouve que le Parti vert semble mal maîtriser. Je ne suis pas dans leurs chaussures, là. Je ne connais pas les économistes qui ont consulté. Mais normalement, surtout les entreprises qui ont une présence internationale, sont capables, je ne vais pas le dire de manière tout à fait, pas nécessairement légale, des fois c'est abusif, mais normalement, on peut déterminer dans quel pays on a le plus de profit. On est capable de le manipuler un petit peu. Il y a des mécanismes en place pour l'éviter, mais on est capable. Si les taux d'imposition montent à ce point-là, pensez-vous que je vais vouloir aller faire autant de profit au Canada? Ça va être l'opposé. Disons que c'est facile à dire, mais ne serait-ce qu'au point de vue concurrentiel, ne serait-ce qu'au point de vue d'avoir des business, tu viens de leur dire que tu les imposes à 40 %, avec les tarifs qu'il y a en ce moment, ils prennent leur clic-clac. Il y a définitivement moins je vous garantis qu'ils quittent le Canada. Là. Ben oui. C'est même pas, peut-être, non, ils vont rester pareils. Non. Déjà qu'on a perdu énormément de sièges sociaux, tu mets ça de même, c'est fini. Là. Tu vas avoir que des PME, les grandes entreprises ont peut-être parti, mais les gens qui ne réalisent pas, je pense pas qu'ils réalisent à quel point les grandes entreprises, ne serait-ce qu'en termes en ayant des employés, qu'en ayant quand même s'ils payent le taux d'imposition de 15 % au fédéral, contribuent énormément. Ah oui. Donc, c'est pas... Non, on vient de dire que c'est à peu près 26,5 % d'impôts. Puis là, tout dépendant dans quelle section on est, parce que si c'est une entreprise, une société privée, ça peut monter jusqu'à 50 % sur les revenus de placement, mais peu importe. Disons que c'est 26 % de taux général. Le monter à 40 %, c'est énorme, d'un seul coup.
Oui, pour les grandes entreprises. J'aimerais savoir, les grandes entreprises, est-ce qu'ils C'est gardent quoi la la même définition? définition? Est-ce qu'ils Ouais. vont la modifier? Bon. C'est difficile, c'est pas précisé. Mais dans un deuxième temps, c'est pas le plus drôle, c'est élargissement du crédit personnel de base de 15 000 à C'est vrai, 40 on 000. appelle, c'est énorme. Ça, On là, s'entend, là. là, il y a énormément d'individus qui ont des revenus totaux qui frôlent à peu près 30 000, 30 000, 45 000, 60. Ben, la moyenne, je pense, la moyenne canadienne, la médiane canadienne de mémoire est autour de 70. Ça veut dire qu'en bas, ça veut dire que 50% des Canadiens font en bas de 70. T'enlèves 40 non imposables. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont aller couper parce que c'est pas vrai que c'est en augmentant l'impôt des sociétés qu'ils vont Non. aller combler ça. Non, C'est pas impossible que Non. les calculs fonctionnent. Fait qu'il va falloir qu'ils aillent chercher de l'argent ailleurs. Où? Désolé, les partis verts, on voulait pas vous tomber dessus du tout, mais c'est... Ça semble pas très ficelé là, d'un point de vue économique. Au là, point, mais cette ouais, mesure-là ouais. fiscale, à mon avis, Ouais. manque de fine-tuning. Oui. Mais pour pas paraître trop partisan, honnêtement, toutes les baisses d'impôts qu'on a mentionnées plus tôt semblent manquer un peu de fine-tuning de comment est-ce qu'ils vont financer Le reste. Le reste. L'ampleur, par contre, de ce qui est proposé par les politiques du Parti vert est alarmante ou inquiétante. Particulière. Ouais. Particulière. Ouais. Et d'autres mesures aussi qui sont tombées aujourd'hui. Le 8 avril, le Parti conservateur qui dit qu'il va s'attaquer à la fraude fiscale. Ça, c'est beau, ça, la fraude fiscale. C'est un terme, c'est une belle expression, ça frappe l'imaginaire. Ils vont s'attaquer à ça parce qu'on n'a jamais pensé à s'attaquer avant à ça. Non, si ça existe pas. C'est la première fois qu'un parti veut s'attaquer à la fraude Il n'y a eu fiscale. aucune modification aux règles générales anti-évitement dans le passé dans l'objectif de s'attaquer à la fraude. Honnêtement, c'est large. Il va falloir qu'on définisse un petit peu. Là. Ouais. Mais d'un point de vue électoraliste, ça paraît toujours bien. On va s'attaquer aux méchants. On va s'attaquer aux méchants. Ça Fait la paraît fraude? Les grandes entreprises, Ouais. évidemment. Exact. Même si on s'entend, j'ai fait la même chose avec, d'ailleurs, je le remercie, Simon Bocoras, qui m'a invité sur son podcast, Héritage Podcast. Puis on a eu justement plusieurs discussions par rapport à ça, c'était très intéressant. Et je lui ai posé une question que je vais te reposer. Personnellement, là, oublie ce que tu as vu dans les journaux. Personnellement, connais-tu une grande entreprise qui a un setup international et qui cache des millions et des milliards? Personnellement, tu sais, il y a du monde qui lance Facebook, etc. Ouais, mais on n'a jamais puis vu la Apple, puis peu structure. importe, puis on Moi, je te comprend, demande, là. toi, dans ta pratique, tu as quand même 15 ans à peu près, là, Ouais. combien tu en as mis en place de même, tu as participé à ceux-là? 0. Je te pose maintenant une autre question. Connais-tu personnellement quelqu'un autour de toi qui reçoit des allocations et des prestations fiscales, puis que tu dis cette personne-là, techniquement, ne devrait pas y avoir droit? Oui. Une tonne. Tout le monde connaît des... Mais ça aussi, c'est de la fraude fiscale. Oui. Mais on veut jamais en parler. On veut genre, non, mais eux autres, c'est énorme comme fraude fiscale. Oubliez les grandes entreprises, il y a aussi... Il y a des fraudes fiscales pour les grandes entreprises. Je ne veux pas dire les grandes entreprises, mais je veux dire des individus qui cachent des millions. Mais tu as aussi la fraude fiscale des individus qui profitent du système. Parce que tout le monde se dit, ben voyons, la redistribution des richesses est mal faite. Il y en a qui ont compris exactement comment fonctionnait la redistribution des richesses, qui comprennent ça encore mieux que la plupart des fiscalistes du Québec, j'en suis convaincu, et qui profitent de tous les incitatifs possibles et inimaginables, qui travaillent en dessous de la table, et ça aussi, c'est de la fraude fiscale qui coûte extrêmement cher, puis que c'est énormément compliqué à cesser. Fait que quand on dit fraude fiscale, on veut s'attaquer à laquelle? Très vague. Là, eux Mais je autres, pense ils qu'il y a aussi disent de la manière fiscalité. concomitante, ils disent qu'ils vont réduire les équipes en vérification de petites entreprises, puis augmenter les vérifications les équipes de vérification en grandes entreprises. Mais écoutez, s'attaquer à des grandes entreprises par expérience, soyez prêts à attendre d'aller en cours là, avant de récupérer votre argent. Ça va pas vite. Là. Puis aller C'est en long. cours, c'est à peu près 5 à 10 ans. Ah, Et ça coûte des milliers, si c'est pas des millions. Puis le système, Aux le contribuables. système légal est déjà engorgé. là. Il n'y a pas Oui. de place en cours en ce moment. Fait que je sais pas comment. Parce que normalement, les particuliers ou les PME, c'est plus rare. Je sais pas pour toi dans la pratique, Ben, mais c'est parce que ça c'est coûte plus rare tellement qu'on cher. concourt. Fait Ça que ouais, coûte tellement cher que les gens Exact. essaient de régler avant. Normalement, on a un règlement hors cours où on arrête de se battre en tant que contribuable, les PME, souvent. Exact. Puis c'est dommage parce que des fois, on devrait se battre plus. Mais il y a des pénalités, il y a tellement de choses. Et lorsque tu arrives avec les grandes entreprises, ils ont les moyens, ça prend 5 à 10 ans. Et pendant cela, il faut payer les avocats des gouvernements pour aller les représenter, pour aller se battre. Ça coûte des millions de contribuables. Encore une Des fois, c'est beau. C'est beau de taper sur les grandes entreprises, les grandes méchantes entreprises. Ben, le comment, Mais le c'est comment. toujours Puis, l'exécution qui va être difficile. quand on dit on veut combattre la fraude fiscale, si c'était de la fraude au grand jour et que c'était si simple, les gouvernements d'avant l'auraient fait déjà. Non, mais on s'entend, le projet BEPS, là, c'est un projet qui dure depuis probablement les 10 dernières années où il essaie justement de s'attaquer à ça. C'est pas simple comme problème.
Non, c'est extrêmement compliqué. Puis, aussi, il faut encore là revenir, c'est quoi la définition d'une fraude fiscale? Parce que fraude fiscale, c'est pas un terme qui existe en soi, c'est de l'évasion fiscale qu'on dit. Ouais. Et là, il y a souvent des expressions qui sont lancées, notamment le évitement fiscal. Et là, il faut faire attention. Il y a évitement fiscal, il y a évasion fiscale, et il y a même, je dirais, blanchiment d'argent, qui ne sont pas du tout la même chose. Et les gens confondent, surtout les médias, confondent et lancent des termes qui portent à confusion et qui incitent la colère des gens, ce que je peux comprendre, mais que c'est pas bien expliqué. J'ai une proposition pour toi. Vas-y. Je te parle de certains programmes, certains éléments, puis j'aimerais que tu me dises si ça constitue de l'évasion, de la fraude, du blanchiment, peu importe. Allons-y, c'est intéressant. J'ai hâte de voir qu'est-ce que... Ouais, non, je vais commencer par des imaginaire. simples. Le CELI, ça, c'est normal. Ça rentre certainement pas dans aucun de ces éléments-là. Le CELI de l'évitement fiscal. De l'évitement fiscal, le CELI. Le Pourquoi? le CELI de l'évitement fiscal, bien d'abord, on va définir c'est quoi de l'évitement OK, fiscal. vas-y. L'évitement fiscal, c'est toute opération par laquelle tu obtiens un avantage fiscal. Ceux qui ne me croient pas, des articles 245 de la loi de l'impôt sur le revenu. Là, avantage fiscal, je veux bien te lire la définition d'avantage fiscal, parce que je t'ai dit, l'évitement, c'est une opération par laquelle tu as un avantage fiscal. C'est quoi maintenant un avantage fiscal? Encore une fois, paragraphe 245.1 de la loi de l'impôt sur le revenu. Réduction, évitement, report d'impôt ou tout autre montant exigible en application de la présente loi. Et, c'est pas tout. Augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un autre montant visé par la présente loi. Réduction, augmentation ou préservation d'un montant qui pourrait ultérieurement à la fois être pris en compte dans le calcul d'un montant visé dans la réduction ou réduction ou évitement d'impôt ou augmentation de remboursement d'impôt et entraîner l'effet de ces deux éléments-là. Donc, tout ce qui te fait sauver de l'impôt est un évitement fiscal. Et l'évitement fiscal, je sais qu'il y en a qui vont être offensés de ça, l'évitement fiscal est légal. Elle est même prévue par la loi. Il y a plusieurs articles qui te permettent de faire de l'évitement fiscal. Tu peux faire de l'évitement fiscal, tu as le droit de faire de l'évitement fiscal. Ce que tu n'as pas le droit, c'est de faire de l'évitement fiscal abusif. Le terme abusif est super important. Et ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est de faire de l'évasion fiscale. Donc, l'évitement fiscal, c'est prévu par la loi, tu as le droit. L'évitement fiscal abusif, ça, tu n'as pas le droit. C'est encore l'article 245. Et ça, tu n'as pas le droit. Et si tu te fais pogner à faire de l'évitement fiscal dit abusive, là, tu vas te faire taper ses doigts. Et l'évasion fiscale, c'est carrément faire fi de la loi. Exemple d'évasion fiscale, je reçois un montant et je ne m'impose pas dessus. Un revenu. Travailleur au noir. Travail au noir, par exemple. Exact. OK. Fait que travail au noir, ça, c'est de l'évasion fiscale. Parce que je reçois un revenu qui devrait être imposé, je ne m'impose pas dessus. Donc, en termes de gradation, si je comprends bien, l'évasion fiscale, c'est pire que de l'évitement. En fait, c'est pire que l'évitement abusif et même l'évitement, on s'entend. Ben, l'évasion fiscale, c'est illégal. Ça, OK. c'est illégal. OK. Donc, quelqu'un qui fait du travail au noir, puis disons qu'il a 10 000 de revenus, on va dire un mécanicien qui fait 10 000 de revenus non déclarés dans l'année, c'est pire que quelqu'un qui, par exemple, irait réclamer la DGC? La déduction pour gain en capital, oui. Ouais. Parce qu'aller chercher la déduction pour gain en capital, c'est une déduction qui existe pour les personnes qui ont vendu certains types d'actions, qui a des conditions à Mais ça n'a respecter. pas d'allure, ceux qui ont vendu Et leurs c'est- actions sont millionnaires. Pas nécessairement. Tu peux avoir vendu tes actions 600 000, peu importe. Qu'ils soient millionnaires ou non n'a pas d'importance. Le geste n'est pas plus grave parce que tu es millionnaire. Okay. Le geste, la déduction pour gain en capital, elle a été instaurée dans la loi parce qu'on avait certaines politiques qu'on voulait atteindre, notamment qu'on voulait favoriser l'investissement dans les sociétés privées. Donc, il y avait un objectif fiscal, il y avait un objectif politique derrière ça. On a fait une mesure fiscale pour, pas modifier, mais inciter les gens à avoir un certain comportement. Donc, plutôt que d'investir dans le marché public, investir dans nos PME. Puis on dit, si tu investis dans nos PME, tu peux avoir un bonbon, c'est un gain. Non, mais attends, les entrepreneurs là, qui se mettent des fiducies, puis qui partagent, puis quand ils vendent, mais qui font en sorte de réclamer la décision pour gain de capital d'eux puis de leur famille. Ben ça, c'est un mécanisme, c'est prévu par la loi, c'est pas quelque chose de légal. Maître Bergeron en parlait dans le podcast qu'on avait eu avec elle. C'est quelque chose qui est prévu par la loi, qui est accepté. Parce qu'encore là, ce qu'on cherchait, c'était du monde qui investisse dans nos PME, parce qu'au Canada, on est un pays de PME. Contrairement à d'autres pays dans le monde. Les États-Unis, je connais moins, mais je pense que les États-Unis, c'est plus un pays de sociétés boursières, entreprises boursières.
Tandis que quelqu'un qui reçoit de l'argent et qui ne le déclare pas, ça, c'est de l'évasion, parce que là, cette personne-là, en ne déclarant pas, va probablement bénéficier de d'autres incitatifs fiscaux aussi. Et là, elle va recevoir son argent sur lequel elle ne paye pas d'impôt. Elle va recevoir les prestations sur lesquelles, des fois, sont non imposables, donc elle ne paiera pas d'impôt ou qui vont diminuer son revenu ou quoi que ce soit. Fait que ça fait que, écoute, l'évasion fiscale, ça, c'est illégal. Évitement fiscal abusif, celui-là, il est plus difficile à identifier. Ben, on pourrait revenir sur la déduction pour gain capital. Pensons à l'hypothèse d'entrepreneur qui aurait partagé sa DGC par l'entremise d'une fiducie avec ses membres de sa famille, mais qui, à la fin, récupérait l'argent. Non, ça, c'est pas correct. Parce que t'as pas ça, c'est la décision Laplante. C'est l'évitement fiscal abusif. Ça, c'est... oui, l'évitement fiscal abusif. C'est l'évitement fiscal abusif parce qu'on a abusé de la loi. Parce que c'est quoi un évitement fiscal abusif? C'est quand on fait une planification fiscale, une réorganisation fiscale qui respecte la lettre de la loi. Donc, toutes les opérations que tu as faites respectent la loi. Fait que ce n'est pas de l'évasion fiscale. Mais quand tu regardes, tu fais une analyse qu'on dit textuelle, contextuelle et téléologique, super beau terme, vous irez voir la définition. Fait qu'une analyse textuelle, contextuelle et téléologique de la loi, tu ne fais pas ce que la loi voulait t'empêcher de faire. En fait, tu fais ce que la loi voulait t'empêcher de faire. Là, ça devient abusif. Et ça, c'est difficile parce qu'il faut après ça, parce que pour établir ça, il faut venir établir l'objet et l'esprit de la loi. Donc, venez dire, c'était quoi sa raison d'être de cette mesure-là? Et on analyse les mots, on analyse le contexte, et on analyse l'origine des mots, les notes explicatives, la théologie. Donc, qu'est-ce que le législateur voulait dire avec ça? Qu'est-ce qu'on a comme preuve externe qu'on peut supporter ça? Et si jamais ce que tu as fait, le résultat que tu as obtenu, va à l'encontre de l'objet et l'esprit de la loi, là, c'est abusif. Là, tu vas avoir des pénalités et ça va coûter cher. Quand on essaie de revenir aux publications ou aux promesses électorales, comment est-ce que tu interprètes ça? Le gouvernement, le Parti conservateur va s'attaquer à la fraude fiscale. Comment il indique? Là, on dit le Parti conservateur, mais je ne veux pas qu'on les cible parce que les libéraux disent la même chose. Tout le monde le sait. Ouais. Et c'est pour ça que M. Carney dit d'ailleurs que chez Brooke Shield, tout ce qu'il a fait, ça respecte la loi, etc. Ben oui, c'est sûr. Ce qu'ils ont fait, c'est de l'évitement fiscal. C'est sûr que ça respecte la loi. Là. Ils n'ont pas fait ça sur le coin d'une table. Là. Là-dedans, là, t'en as des fiscalistes qui ont travaillé et qui sont assurés que ça respecte la loi de tous les pays. Ouais. Maintenant, il faut déterminer est-ce que c'est abusif ou non, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et faites attention, le montant évité n'a pas d'impact. C'est pas parce que c'est 8 milliards que c'est abusif versus que si ça avait été 3 millions, ça passe. C'est pas ça, là. Il n'y a aucun critère quantitatif. Le critère, c'est quand tu regardes les opérations par rapport à la loi. Fait que ça, ils adorent dans les médias de dire 6 milliards là, 1 milliard là, 3 millions là. On s'en fout. Qu'est-ce qui a été fait? C'est peut-être logique qu'est-ce qui a été fait. Tu sais, si j'ai dit, il a sauvé 8 milliards, mais il en a ramené 75. Enfin, moi je suis bien content, il a ramené 75 puis il a sauvé 8. Mais si quelqu'un a transféré 10 millions puis qu'il n'a rien gardé au Canada, ça me purge encore plus. Ça me push plus parce que je me dis absolument rien payé. Donc, il ne faut pas se laisser influencer par le montant. Okay. Il faut regarder, c'est les opérations qui ont eu lieu. Puis, dernier élément, blanchiment d'argent, ça rentre où là-dedans? On a parlé d'évitement, évitement abusif, évasion, qui étaient tous des mécanismes pour soit sauver de l'impôt de manière légale ou illégale. Le blanchiment d'argent, c'est complètement différent. Le blanchiment d'argent, c'est lorsque j'ai un revenu d'une source illégale et que je le rentre dans le système fiscal, que je paye de l'impôt dessus et qu'ensuite ça devient de l'argent clean, donc l'argent blanchi. Donc techniquement, et je ne dis pas que c'est une bonne chose, je dis juste dans la théorie, le blanchiment d'argent consiste en payer de l'impôt sur des revenus illégaux. Je tiens quand même à dire que les revenus illégaux, on est quand même censé s'imposer dessus. Oui, tout à fait. C'est ça, ce sont imposables. Oui, ils sont imposables malgré tout. Fait que, le monde, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le passer par des business, comme quoi tel business, la fameuse business de fabrication de tables, c'est longtemps que je n'avais pas pris les business. Donc, je fabrique des tables et je vais dire que je n'ai vendu 500 alors qu'en vrai, je n'ai peut-être vendu 50. Okay. Puis les 450 autres, c'est tout simplement des
de l'argent qui est arrivé d'un revenu illégal quelconque. Là. Fait que c'est ça les cas. Fait que quand on entend les partis dire « nous allons combattre la fraude fiscale », mais encore, et surtout, comment? C'est quels éléments qui vont être visés? Là? Je pense que c'est quand même intéressant de dire, écoutez, est-ce qu'on va viser le travail au noir? C'est quels éléments vraiment qui vont... Eux, ils ont l'air de viser les grandes entreprises. Mais, puis tu disais, ils veulent... Déjà, en ce moment, il y a des très grosses coupures au niveau des administrations fiscales fédérales. Et là, ils disent, on va prendre des personnes qui étaient dans la PME et ils vont aller sur les grandes entreprises. On en a parlé. Les grandes entreprises vont se défendre parce que si on fait un stratagème, crois-moi qu'il y a plusieurs fiscalistes qui sont passés au travail et qui sont assurés que ça fonctionnait au niveau des lois. Tu veux rendre ton système fiscal concurrentiel. Puis ça, c'est une autre chose que quand on n'est pas dans le milieu, on a de la difficulté à comprendre. Si le pays juste au sud ou au nord, ou peu importe, à l'est ou à l'ouest, te permet d'avoir une structure optimale avec des structures à l'étranger, c'est vrai que les business vont aller s'établir là. Oui. Maintenant, il faut aussi savoir qu'au Canada, il y a tout un mécanisme de prix de transfert qui existe. Donc, transférer les profits dans une autre juridiction, c'est limité. C'est difficile. Tu peux pas le faire. Tu peux pas juste décider, là, faire un petit 10 000 $, tu mets une structure en place. Non, mais non, c'est plus facile de dire où est son centre administratif, par exemple. Tu sais, si le taux d'imposition d'un centre administratif, t'es une entité internationale. Tu as le choix de mettre dans le pays que tu veux ton département, je sais pas, d'administration, de comptabilité ou peu importe. Ton gros département. Est-ce que tu vas aller le mettre dans un pays où il y a beaucoup d'impôts ou au contraire, tu vas le mettre dans un pays où il y a moins d'impôts? Encore là, c'est pas si facile que ça. Le Mind and Management qu'on appelle, donc le centre, en français, c'est quoi? C'est Mind and Management, l'esprit de gestion. Bref, Mind and Management. C'est comme ça qu'il est écrit normalement. C'est ça qu'on utilise. Mais c'est même... ça reste que avoir une grande entreprise qui fait des ventes plutôt au Canada, avoir aucun Mind and Management, donc tu n'as aucun siège social ici, tu n'as aucun dirigeant qui peut signer, tu n'as aucun... il va y avoir quelqu'un qui a le droit de signer. Là. Peut-être que c'était un mauvais exemple. Tes équipes de marketing, tes équipes qui conçoivent des produits, tes équipes qui drivent vraiment beaucoup de plus-value dans ton entreprise au global, tu peux choisir où aller les mettre. Tu peux choisir dans le sens que, effectivement, tu peux choisir de les mettre dans un autre pays, mais je vais te répondre. Ça veut dire que tes employés habitent dans cet autre pays-là? Oui, puis tu viens de me dire que c'est eux qui génèrent de la valeur? Oui. Fait que c'est eux qui devraient s'imposer dessus? Oui. Fait qu'en quoi tu as sauvé de l'impôt? En quoi tu as fait de l'évasion? Tu vas choisir... Je ne parle pas que tu vas faire d'évasion, mais en tant que PME multinationale, tu vas choisir d'aller établir ces services-là stratégiques dans des pays, normalement, où le taux d'imposition est un peu plus favorable. On s'entend. L'Irlande, à l'époque, pourquoi tout le monde allait mettre leur... Mon Dieu. Je ne savais même pas au courant que l'Irlande avait... Je pense que c'était l'Irlande qui mettait là-bas toutes les propriétés intellectuelles, patents and whatever, tout ce qui fait en sorte qu'ultimement, tu peux faire des recharges pour le droit d'utiliser ce genre d'éléments-là. Il y avait un pays en Europe, je pense que c'était l'Irlande, qui était un de ceux qui était... En Europe, il y a plusieurs petits pays. Le Luxembourg a eu son prime. C'est ce genre de stratégie-là, est-ce que j'ai déjà vu? Oui. Il n'y en a pas beaucoup, là, on s'entend. Ben, encore là, il faut dire, la valeur est mise là, mais encore là, tout dépendant de comment tu l'approches. Je te dis, je reviens à ton exemple, que ce soit les patents, les propriétés intellectuelles, que ce soit ton centre de marketing. Tu me disais, ils ont mis ça là-bas pour payer moins d'impôts là-bas. Ben, sincèrement, là, ça, c'est un excellent exemple que si tu augmentes ton taux d'imposition des sociétés de 15 à 28 ils vont aller mettre toute leur expertise ailleurs. On se plaint qu'il y a beaucoup de sièges sociaux au Québec, au Canada. Ben, c'est ça, ils vont aller mettre ailleurs. Puis, c'est normal qu'il y ait des profits qui soient transférés là-bas. On vient de le dire, le centre de valeur est là-bas. Il y a vraiment un centre de valeur dans un pays où les taux d'imposition est favorable par rapport à ce centre de valeur. Tout ce qu'ils vont faire, c'est vendre les produits ici, mais ils vont rester dans l'autre pays. Et ils vont dire, ben écoute, moi je te le vends de ce pays-là parce que ici, mon ingénieur, il me fait pas chier avec les syndicats, etc. Il coûte pas 200-300 000 par année. Il est pas malade trois fois par semaine. Il est pas... Regarde, là, je vais aller là-bas, je vais m'installer pour le kit. Vous autres, vous avez trop de... Je vais donner... Tu sais, il y a combien d'exemples? J'ai l'UFC en tête, mais il y en a combien qui ont dit, on vient plus Là, ils viennent au mois de mai, mais ils n'en viennent pas au Québec. C'est incroyable toutes les charges sociales que vous avez. C'est incroyable toutes les taxes qu'il faut payer. Nous-mêmes, on est les premiers à chialer de toutes les taxes qu'on a à payer. Les business aussi. Fait que quand on dit qu'il faut garder un environnement concurrentiel, si tu continues de mettre des... Je te dis pas qu'il faut les laisser faire de l'évasion, pas du tout.
Pas du tout. Mais ça reste que c'est quelque chose qui est à examiner. C'est quoi toutes les barrières, toutes les taxes, tous les frais, tous les machins qu'on ajoute là-dessus? Ben, à un moment donné, le monde dit, ben, je vais aller faire mon centre ailleurs, puis je vais vous facturer de mon autre centre. Si vous n'êtes pas content, je vais juste pas vous rendre le service. Exact. Ou je vais juste pas vous vendre le bien. C'est quand même précisé que le projet BEPS fait en sorte qu'il y a un taux d'imposition minimum Oui. mondial là, qui devrait être calculé. Puis les lois sont en train de se diriger vers ça. Donc, c'est pas parce que pays Y, disons, qu'il y a un taux d'imposition de 2% que tout le monde va aller s'établir là. Le BEPS, Non, c'est l'objectif. parce que justement, le projet de l'OCDE, Pillar 1, Pillar 2, c'est de s'assurer qu'il y a un impôt minimum qui est payé dans un pays quelconque. Exact. Et je pense que c'est autour de 15%, 10 ou 15% le montant minimum. Fait que ça, ce que ça veut dire, que si jamais on a un pays, là je fais ça de manière très, très simpliste, on a un pays au Canada qui met une filiale bidon. Là, on n'est pas là qui a mis un vrai centre de valeur. Non, non, non. Qui a juste créé une filiale bidon. Il a mis un poteau qui paye 50 000 par année ou 100 000 par année pour signer des documents comme s'il était boss. Dans un pays, dans les Antilles ou peu importe, Bahamas, Bermudes, etc. Puis que là, finalement, cet employé-là qui est tout seul génère 300 millions de ventes à lui tout seul, puis c'est une machine, puis etc. Superstar. Donc, eux, ce que ça va faire, ils vont dire, OK, peut-être qu'au Bahamas, Bermudes, ton taux d'imposition, c'est 0,5 %, mais ton siège social est au Canada. Fait que les revenus que tu vas faire aux Bermudes, il faut qu'ils soient imposés au minimum à 15 %. Puis si les Bermudes ne l'imposent pas, bien le Canada, tu vas avoir le droit d'imposer la différence entre 15 et le taux d'imposition de ce pays-là. Je viens de dire que Bermudes et Bahamas, c'est deux pays différents. Mais c'est correct. Oui, je sais. Le Bermude ou le Bahamas. Ah, OK. J'ai peut-être parlé trop vite. Mais c'est ça. Fait que tu es en train de mettre en cause mes connaissances géographiques? Non! Ben, tu devrais. Parce que c'est pas. Fait que bref. Fait que c'est ça fait que, encore là, j'ai l'air du gars qui est pro-évasion fiscale, pro-évitement. Non, pas du tout. Je suis juste la réalité. Je sais que c'est pas le fun à entendre, mais on est dans un environnement concurrentiel. C'est hyper complexe. C'est extrêmement compliqué. Fait que quand j'entends des promesses, on va combattre l'érosion fiscale, on va combattre la fraude fiscale. On voit que ça te pompe, là. Sérieux, c'est juste là, tu dis rien, là. Dis-moi concrètement qu'est-ce que tu vas faire, là. Qu'est-ce que tu vas changer comme loi? Comment tu vas attaquer ça? Quel angle au moins? Mais quand tu vois des affaires, là, on va combattre la fraude fiscale. What you gonna do? C'est vide. C'est vide. Ouais, c'est vraiment des promesses vides, honnêtement. Là. C'est pas très détaillé. Fait que... Mais ça paraît bien. C'est vendeur. Ah, écoute, si je renais pour être premier ministre, je ferais des choses comme ça, là. C'est sûr que je dirais des conneries de même, là. Est-ce qu'on a un prochain Donald Trump qui disait que ça va être quoi sa stratégie de campagne il y a 10-15 ans, puis dorénavant qu'il l'applique? Est-ce que c'est ce qui va arriver? T'es chien, tu me compares à Donald Trump, ça fait mal! Wow, 1, j'ai pas 6 millions. 2, j'ai pas agressé personne. 3, j'ai aucune business qui a fait faillite. Okay. On a quand même pas mal de différences, là. J'avoue que des fois, il est vraiment bronzé, là, mais c'est pas... non, mais... non, ministre des Finances, ça pourrait être un beau poste, là. Annonce. Écoute, première des choses, il faudrait que je me joigne à un parti, puis je viens de critiquer les 3 partis, fait que je pense pas que j'aurai ma carte... d'un parti bientôt. On n'a pas vraiment parlé du Bloc, mais tu l'as pas critiqué. Il sera jamais au pouvoir. Ah, OK. C'est dommage, là, mais il sera jamais au pouvoir. Je t'ai donné une chance, là, mais... Oui, mais je pourrais jamais être ministre des Finances en étant au Bloc, là. Puis qu'est-ce qu'avait promis le Bloc, là? Il y avait quelque chose que le Bloc avait promis qui était un peu... Non, il y avait la proposition du 10 000, que c'était intéressant. Ah oui, le prêt pour les entrepreneurs. De 10 000 $. Non, je pense que le Bloc, il revenait avec une déclaration de revenus gérée par le Québec. Sincèrement, en ce moment, je regarde comment le système de Revenu Québec fonctionne. Là, j'ai pas envie qu'il gère aussi mon fédéral. Là. C'est pas... ils sont je sais pas trop quelle section qui est en greffe. Là, non, en ce moment, c'est Revenu Québec ont de la misère là, au niveau de leur système. Là. C'est pas... je sais pas c'est quand la dernière fois que tu as essayé d'appeler là-bas ou de gérer quelque chose avec les gens là-bas. Là, mais... Un petit bout pour être franc avec toi. C'est quelque chose que je dis toujours à la blague à tous ceux qui veulent qu'on se sépare. Tu réalises que ça va être Revenu Québec qui va gérer nos finances si on se sépare? D'habitude, l'argument s'arrête là. Le débat s'arrête là. C'est dommage. Je dis pas que c'est des mauvaises personnes qui travaillent là-bas. Non. Mais c'est kafkaïen sur un temps quand tu essaies de comprendre ou de parler à la bonne personne. Là. En général, je dirais que de mon expérience Revenu Québec particulier, c'est correct. Ils sont capables de faire des vérifications ou d'un point de vue société, c'est difficile. La maîtrise des lois, ou disons des lois fiscales, c'est difficile.
Ben, il s'appuie sur le fédéral. Là. Puis ça, on pourra faire à un moment donné des petites capsules histoire de firme. Oh! Puisqu'on raconte certaines anecdotes qu'on a eues. Ça Mais c'est pas toi qu'on se parlait de déclaration de société de personne au provincial? Qui était mal comprise ou qui avait tout reçu le relevé 15, le T53. Ah, c'est une vérification que je raconterai, mais j'ai aussi au fédéral des belles histoires. Okay. D'ailleurs, si jamais parmi vous, vous avez des histoires, là, je m'adresse plus à des collègues comptables et fiscalistes, si vous avez des petites anecdotes avec les vérificateurs que vous voulez partager de manière anonyme, oui, c'est quelque chose qu'on va faire, lancer des petits clips sur histoires de firme, des histoires vécues. Donc, évidemment, on va vous poser quelques questions pour être sûr de la véracité des informations. Et si vous avez des petites histoires anecdotiques ou quoi que ce soit, on va raconter aussi les nôtres. Évidemment, tout ça tout le temps de manière anonyme. Mais je pense que ça va être intéressant, ça. Fait que sur ça, je te laisse le mot de la fin. Merci tout le monde. Bonne journée. Puis